Chapitre 3 de Southampton à chez Jules Verne. Mr. and Mrs. Jules Verne vous invitent à leur rendre visite, m'indiqua le correspondant de Londres tandis que nous nous frayions un chemin sur le pont. Oh, j'aimerais tant les rencontrer, m'exclamai-je avant d'ajouter dans un même souffle. N'est-ce pas un crève-cœur que d'être obligé de décliner ? Si sacrifier 2 nuits de sommeil ne vous dérange pas, vous n'y serez pas forcé. Vrai ? Je ne risquerai pas de manquer une correspondance ? Pour le reste, je me moque bien de ne pas dormir. Tout dépend si nous réussissons à monter dans un train d'ici ce soir. Ceux du matin sont déjà partis, et à moins que soit prévu un train postal supplémentaire, nous n'aurons d'autre choix que de passer la nuit ici et de faire une croix sur cette visite. Attendons d'accoster, nous aviserons alors. La navette qui nous amenait sur le continent était d'un confort spartiate. La coque était notre seul refuge, mais elle était envahie de sacs postaux et de bagages éclairés par une lampe au globe noirci. Comme aucun siège n'avait été mis à notre disposition, nous restâmes à l'extérieur avec les autres passagers, tremblant de froid dans l'air humide et essayant de percer la brume grise afin d'oublier notre gêne. Avec sa triste mine, le port était un havre idéal pour les bateaux au rebut. Je suivis silencieusement le correspondant jusqu'à un préau où plusieurs hommes, encore tous ensommeillés et portant des uniformes dans lesquels ils semblaient avoir passé la nuit, se tenaient derrière de longues tables basses. « Où sont vos clés ?» me demanda le correspondant, tandis qu'il posait mon bagage devant l'un de ces inspecteurs au teint de papier mâché. « Oh, oui, il est trop rempli pour pouvoir être fermé, » répondis-je simplement. « Vous nous assurez que vous n'avez ni tabac ni thé en votre possession ?» demanda paresseusement le douanier à mon accompagnateur. « Ne dites rien, lui glissai-je, puis me tournant vers le douanier. « Ce sac m'appartient. » Il sourit, et après avoir marqué à la craie mon bagage, nous libéra. En passant par le bureau de douane, nous fûmes heureux d'apprendre qu'un wagon avait été attaché au train postal pour les passagers qui souhaitaient se rendre sans attendre à Londres. Nous montâmes donc immédiatement dans notre voiture afin de nous réchauffer. Un porteur se chargea de mon bagage, et un homme en uniforme ouvrit avec une énorme clé une porte percée sur le côté du wagon et non à l'extrémité comme en Amérique. Je réussis tant bien que mal à escalader le large marchepied, me cogner l'orteil contre quelques bosses au sol et me frayer qu'à un chemin jusqu'à mon siège. Après avoir donné ces instructions au porteur, mon accompagnateur partit vérifier mon billet, ce qui me donna toute latitude pour étudier mon environnement. Le petit carré dans lequel j'étais installé ressemblait à la navette d'un hôtel, du moins n'était-il pas plus confortable. 2 banquettes de cuir rouge traversaient toute la voiture, la première adossée à la locomotive, la seconde à l'arrière du train. Il y avait une porte de chaque côté et une lampe minable à l'odeur nauséabonde. Je soulevai précautionneusement le tapis qui recouvrait la saillie sur laquelle j'avais buté un peu plus tôt, curieuse de découvrir ce qui était si important pour mériter une place si centrale. Je trouvai une simple barre de fer. Je remettais le tapis en place lorsqu'un bagagiste surgit devant moi et remplaça la barre par une autre identique. « Profitez du chauffe-pied, miss !» Je suivis son conseil sans me poser de questions. Mon accompagnateur revint bientôt, suivi d'un homme chargé d'un grand panier qu'il posa devant nous. Le garde vint ensuite contrôler nos billets. Il colla une bande de papier sur la fenêtre, sur laquelle je déchiffrai « privé », puis sortit en prenant soin de fermer à clé derrière nous. « Comment sortirons-nous si le train déraille ?» demandai-je très peu enthousiaste à l'idée d'être comme un animal en cage. « Oh, les trains anglais ne déraillent jamais, » dit sereinement mon accompagnateur. « Ils sont bien trop lents pour ça, » répondis-je en manière de plaisanterie. Mon interlocuteur se contenta de me demander si j'avais faim. Une feuille de journal posée sur nos genoux en guise de nappe, nous sortîmes les victuailles de notre panier et passâmes le trajet à manger en parlant de tout et de rien jusqu'à notre arrivée en gare de Londres. Comme aucun train n'était attendu à cette heure, la gare de Waterloo était déserte. Le train s'immobilisa, puis le garde vint nous libérer. Nos rares compagnons de voyage s'engouffraient déjà dans des taxis brinque-ballants quand nous sortîmes sur le parvis. Je ne manquai pas de les saluer chaleureusement, puis je montai à mon tour dans un fiacre à 4 roues, m'asseyant en face du jeune homme anglais qui était venu nous chercher et nous apporter les dernières nouvelles. J'ignore quelle heure il était. Si mes accompagnateurs ne m'avaient pas dit que c'était le matin, jamais je ne l'aurais deviné. De fantomatiques nappes de brouillard gris flottaient dans les airs. La brume m'enchante. Elle prête une lumière douce à toute chose qui, autrement,
serait commune et laide dans le jour nu. Comment trouvez-vous ces rues par rapport à celles de New York ? Cette question rompit le silence qui régnait dans la cabine depuis notre départ de la gare. Pas vilaine, répondis-je d'un ton condescendant. J'avais beau avoir honte de nos affreuses artères, je n'aurais souffert aucune critique à leur égard. Les deux hommes me montrèrent l'abbaye et le palais de Westminster, ainsi que la Tamise que nous franchîmes un peu plus loin. J'avais l'impression de visiter la ville à vol d'oiseau. Beaucoup d'étrangers ont eu un aperçu aussi succinct de l'Amérique, ce qui ne les a pas empêchés d'écrire sur notre pays et sur nos mœurs. Nous roulâmes ainsi jusqu'à l'antenne londonienne du New York World. J'y pris connaissance des câbles qui m'étaient adressés, puis, suivant les instructions que contenait l'un d'eux, je me rendis à la légation américaine où un passeport devait m'être délivré. Mr. Cormick, secrétaire de la légation, se présenta peu après notre arrivée. Une fois qu'il nous eut souhaité la bienvenue et m'eut félicité d'avoir franchi avec succès la première étape de mon voyage, il s'assit pour se mettre au travail. Il pria mon accompagnateur d'attendre dans un coin de la pièce, car, déclara-t-il, il souhaitait me poser une question très personnelle. C'était la première fois que je demandais un passeport. Aussi étais-je impatiente de connaître tous les secrets de cette procédure. Il y a une question que toutes les femmes redoutent et à laquelle très peu répondent avec honnêteté. Je vous demanderai donc de jurer solennellement et de me dire la vérité concernant votre âge. « Oh, mais très certainement !» répondis-je en riant. « Je vous le dirai bien volontiers. D'ailleurs, mon accompagnateur peut s'approcher. »« De quelle couleur sont vos yeux ?» me demanda également le représentant. « Ils sont verts, » répondis-je machinalement. Il sembla peu convaincu, mais après mûre réflexion, les deux hommes finirent par en convenir. Quelques minutes plus tard, nous étions de nouveau plongés dans l'effervescence de la cité londonienne. Cette fois, nous gagnâmes les bureaux de la compagnie Peninsular and Oriental Steamship, où j'achetais les billets qui me permettraient de faire la moitié de mon voyage. Quelques instants plus tard, nous roulions au galop en direction de la gare de Charing Cross. J'étais affamée aussi, tandis que mon compagnon réglait notre cocher et achetait les billets de train, commandai-je la seule chose disponible au buffet, à savoir 2 petits déjeuners. Certes, il ne s'agissait que d'œufs, de bacon et de café, mais quel festin! Malheureusement, nous étions attablés depuis peu quand nous entendîmes l'annonce du départ de notre train. Je pris une dernière gorgée de café, courus sur le quai et sautai dans mon wagon. Il n'existe pas de meilleur remède au monde qu'un copieux repas pour garder la santé. Cette tasse de café m'a sans doute épargné une migraine ce jour-là. J'avais grelotté de froid tout au long de notre rapide traversée de Londres, et la tête me tournait tant que je ne savais plus qui de la terre ou de mon cerveau frissonnait ou dansait la valse. Une fois confortablement installé dans le wagon, je pus me réchauffer et retrouver mes esprits. Je finis par me laisser aller au doux roulis du train. « Oh, voyez comme la campagne est belle !» déclara mon compagnon. Je songeais. Quand on n'a pas vu son lit depuis plus de 24 heures, un paysage ne vaut rien comparé à un petit somme. Je lui demandai, un peu agacé, « Oh, vous ne feriez pas mieux de faire la sieste ? Cela fait un moment que vous n'avez pas fermé l'œil. Vous risquez de veiller une bonne partie de la nuit. Alors vraiment, pour votre bien, vous feriez mieux de prendre un peu de repos. »« Et vous ?» demanda-t-il moqueur. J'étais effectivement debout depuis plus longtemps que lui. « Oh, je peux bien vous l'avouer, je disais un mot pour vous et 2 pour moi, répondis-je en riant. Pour être tout à fait franche, la vue m'importe peu, ajoutai-je contrite. Ces fermes anglaises sont effectivement charmantes et ces prairies fleuries de pâquerettes, y en avait-il seulement, n'ont d'égal que celles que j'ai pu voir au Kansas. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'étais déjà en route pour le royaume qui communique avec celui de la mort. Je dormais d'un sommeil paisible, rêvant de ma maison, quand le train s'arrêta dans une secousse. « Nous prenons le bateau ici », indiqua mon accompagnateur en confiant nos bagages et nos plaids au bagagiste. Nous arrivâmes rapidement au port. Quelques personnes débarquaient, mais la majorité des gens attendaient, immobiles, que le bateau s'éloigne. Il faisait frisquet, seulement je préférais encore le pont à la cabine et son odeur de renfermé. Tant de choses ont été dites à propos de la Manche que sa seule évocation vous fait dresser les cheveux sur la tête. Même les marins les plus endurcis voient leur vie défiler quand ils la traversent. Par conséquent, j'eus le sentiment que ma dernière heure était venue. Je n'étais visiblement pas la seule à avoir eu vent de ces rumeurs. Les passagers faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour parer un éventuel mal de mer. Les femmes s'allongeaient,
les hommes cherchaient la buvette. J'observais pour ma part les mouettes voler et ce que je pensais être ces volatiles si prisés des chapeliers, et tant pis si j'avais le nez gelé. Je trouvais même ces températures revigorantes jusqu'à ce que nous arrivions à Boulogne-sur-Mer. Là, je grelottais de la tête aux pieds. Au bout de ce port isolé, où les bateaux jettent l'ancre et d'où partent les trains, se tient une modeste gargote. Tandis qu'un marin anglais, un homme de petite taille qui aspirait ses haches et donnait du « monsieur » à tout le monde, s'occupait de nos bagages et de nos billets, nous allâmes à la suite des autres voyageurs nous y restaurer d'un bon plat chaud. À présent en France, je songeais à ce qu'il serait advenu de moi si j'avais été seule, ainsi que le prévoyait initialement mon plan. Je savais que mon compagnon parlait français, comme tous ceux qui nous entouraient à présent, et par conséquent, j'étais rassurée de le savoir à mes côtés. Nous prîmes place à table, et il passa commande, en français donc. Le serveur le regarda d'un air ahuri, et pour plaisanter, je lui suggérai de s'adresser à lui dans notre langue. Le serveur me décocha un sourire et répondit en anglais. Nous fîmes le trajet en train de Boulogne à Amiens, en compagnie d'un couple d'Anglais et d'un Français. Pour ce grand froid, nous ne disposions que d'un seul chauffe-pied. Nous voulions bien sûr tous en profiter, ce qui donna lieu à des situations embarrassantes. J'étais consciente d'écraser les orteils de quelqu'un, et comme le Français me foudroyait du regard par-dessus son journal, je compris, confuse, à qui ils appartenaient. Je profitai du trajet pour sonder le mystère de la popularité de ces vieilles et inconfortables locomotives. J'arrivai rapidement à la conclusion que si elles convenaient à des pays où il n'est pas besoin de beaucoup voyager, elles ne seraient d'aucune utilité dans des contrées au peuplement disparate, dont les habitants pensent moins à couvrir des distances de 5000 km qu'à assurer leur dîner. Nous autres, Américains, ne craignons pas de nous lancer dans de longs périples, car notre confort est pris en compte. La première classe est aussi confortable que le plus luxueux des hôtels. Les trains anglais sont l'objet d'une haine tenace. Les pieds des passagers peuvent bien rôtir sur le chauffe-pied, leur dos gèlera à cause des courants d'air. Je ne souhaite à personne de tomber malade dans un endroit pareil. Pourtant, je vois bien quelle qualité l'on peut trouver à ces anciennes locomotives. Mais elles ne sont pas assez nombreuses pour supporter la comparaison avec nos propres modèles. En Angleterre, si un passager a la rougeole ou un œil au beurre noir, il est possible, en guise de consolation, de privatiser un compartiment en glissant un pourboire au bagagiste. Si de jeunes mariés, tout à la joie de leur union récente, veulent échapper au regard sévère des autres passagers, alors un compartiment peut là aussi être privatisé. Il faut noter que ces mêmes voyageurs se seraient conduits tout aussi frivolement s'ils en avaient eu la chance. Mais parler d'intimité. Si c'est l'intimité que les Anglais recherchent avant tout, il ferait mieux d'adopter les trains américains, car ces larges compartiments remplis d'étrangers en sont totalement dénués. Chez nous, une place est attribuée à chacun, et il n'y a pas de banquette pour 4, comme souvent dans les trains anglais, où l'on voyage genou contre genou avec un complet étranger. Enfin, je comprends pourquoi les jeunes filles anglaises ont besoin de chaperons. N'importe quelle américaine farouchement indépendante bondirait à l'idée que sa fille puisse, même pour quelques heures, partager un compartiment avec un inconnu. Il n'est pas étonnant que les jeunes américaines soient intrépides. Elles n'ont jamais eu à monter dans un de ces compartiments soi-disant privés, mais en revanche, elles se mêlent volontiers à la foule protectrice. Quand les mères enseigneront à leur progéniture qu'elle est en sécurité là où il y a du monde, alors les chaperons seront un souvenir du passé et les femmes auront tout à y gagner. J'étais encore plongée dans mes réflexions quand notre train s'immobilisa. Mon accompagnateur jeta un coup d'œil par la fenêtre et m'annonça que nous étions arrivés à Amiens. Nous commencions à douter de pouvoir sortir un jour lorsque mon compagnon passa la tête par la fenêtre et appela le gardien à la rescousse. Enfin libérés, nous descendîmes sur le quai.